Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal par cet accident tragique de circulation survenu ce vendredi 14 octobre sur la route Siforko qui a causé plusieurs morts et blessés. Serge Kimbila, Stéphane Mouchipai et Fabrice Dilonga nous en parlent. Nous sommes dans la commune de Massina sur la route Siforko où un camion a fini sa course dans une parcelle d'habitation, causant ainsi la mort de plusieurs personnes et blessées. Seul un bébé d'environ 6 mois a été sauvé de justesse. Selon les explications de quelques témoins trouvés sur place, c'est l'excès de vitesse qui est à la base de cet accident. Les commandants de la police du district de Tchangou et le procureur général du parquet des grandes instances de Ndjili ont fait tour à tour les constats. Selon les premiers éléments d'enquête qu'on nous a donnés, c'est que le véhicule a un défaut de frein. C'est pourquoi ça a déraillé jusqu'à aller percuter une maison. Voilà, ça c'est la première raison. Mais le reste des enquêtes continuent, on saura vous fixer dans les jours qui viennent. Tout véhicule doit passer par un contrôle technique pour affirmer, contester que ce véhicule peut rouler sur la voie publique. Mais voilà un peu le résultat pour les gens qui ne veulent pas respecter. L'État a tout prévu. L'État a tout prévu. L'État a tout prévu, il faut seulement respecter les lois du pays, et tel qui est recommandé. Il est donc conseillé aux propriétaires de véhicules et conducteurs de bien entretenir leurs engins avant de le mettre sur la voie publique. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience à la primature une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie conduite par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga. Il a été question pour le chef du gouvernement en sa qualité de superviseur du comité de pilotage de 9e jeu de la francophonie de statuer sur l'évolution des travaux préparatoires de ces jeux. Laurence Koumassamba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience à la primature une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en cycle, conduite par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga. Ou que l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, il y avait la directrice du comité de la francophonie, le directeur national du 8e jeu de la francophonie, le délégué général de la francophonie, des experts ainsi que le membre du cabinet du Premier ministre. Il y a été question pour le chef du gouvernement en sa qualité de superviseur du comité de pilotage de 9e jeu de la francophonie de passer en revue avec la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie toutes les différentes composantes de ce projet d'organisation de jeux de la francophonie 9e. Une occasion pour l'administrateur de l'OIF de réaffirmer la disponibilité de son organisation de fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation reçue de ces jeux en RDC. A fait savoir à la presse Géo Montpetit, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie au sortir de l'audience. C'est toujours un plaisir de rencontrer le Premier ministre en sa qualité de chef du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie. Une opération très complexe et je suis venu ici pour réaffirmer une nouvelle fois la disponibilité de l'OIF à fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation de ces Jeux. On a pu passer en revue toutes les différentes composantes de ce projet qui est, que je le répète, encore très complexe. Je suis venu pour voir les progrès qui ont été faits en matière d'infrastructure et pour discuter de la question du village des Jeux qui demeure un problème très pressant pour l'organisation des Jeux. Pour rappel, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, en sa qualité de superviseur de ce comité de pilotage, avait procédé le mardi 4 octobre à une visite d'inspection de différents sites où des infrastructures sont en cours de construction en vue d'abriter ces Jeux que la République démocratique du Congo s'apprête à organiser en juillet et août 2023. De l'université de Kinshasa au stade de Martyr, en passant par le stade Tata Raphaël. Il a été question pour le chef du gouvernement de se rassurer personnellement du bon état d'avancement des préparatifs.
L'état de siège en Ituri et au Nord Kivu prorogé une fois de plus. C'est la 34e prorogation dans ces deux provinces par les députés nationaux sur proposition du gouvernement. Et puis, restons toujours à la Chambre basse du Parlement pour signaler que son président Christophe Mbosso a reçu jeudi une délégation belge conduite par le président du Parlement bruxellois et le ministre d'État belge André Flao et Johnny Toumba. La rencontre entre le président de l'Assemblée nationale congolaise et la délégation belge s'inscrit dans le cadre du protocole qui existe entre le Parlement du Royaume de la Belgique et la Chambre basse du Parlement RD congolais. L'idée, c'est aussi de voir comment le Parlement bruxellois peut s'associer avec les autres assemblées du pays. Il y a 26 provinces, donc 26 assemblées. Et donc, comment est-ce que nous, Belgique, on peut apporter une aide concrètes, comme par exemple des échanges de fonctionnaires qui pourraient venir, comment est-ce qu'on peut soutenir et aider les services de documentation, les services législatifs, les services du compte-rendu, parce que derrière un Parlement, derrière des députés, il n'y a pas que des députés, il y a aussi des services. Le ministre belge, de son côté, a placé sa mission dans la continuité, car ce n'est pas pour la première fois qu'il débarque au Parlement congolais. En associant le président de la région de Bruxelles-Capitale, eh bien, on va progresser dans ce rapprochement avec les assemblées parlementaires. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, pendant le séjour que je suis ici, je vais aller énormément sur le terrain, voir des associations qui sont orientées vers la santé, vers le traitement des déchets, vers la scolarité, vers l'enfance, les enfants des rues, la jeunesse, l'eau, et parce que je crois qu'il y a là un tissu remarquable de solidarité qui peut se créer pour apporter rapidement des réponses concrètes et durables pour le bien-être de la population. Avant de recevoir la délégation belge, Christophe Mbosso a présidé la plénière des vents prorogés pour la 34e fois l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Sous proposition du gouvernement représenté par la ministre de la Justice Rose Mutombo Kiese, la Chambre basse du Parlement a voté sans débat par une majorité de 383 sur 386 députés nationaux présents la 34e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À l'Assemblée nationale, une question écrite transformée en interpellation. La démarche est du député national Josué Mafula. L'élu de Goma a déposé jeudi son interpellation contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à qui il exige des éclaircissements sur les tracasseries et plusieurs bavures observées dans le chef de la police nationale. À la suite d'une question écrite adressée en août dernier à Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à laquelle ce membre du gouvernement Sama n'a jamais répondu, que le député Mafula a initié cette procédure d'interpellation. L'élu des Goma juge méprisant l'indifférence du patron de l'Intérieur vis-à-vis de sa démarche et veut passer à la vitesse supérieure. Puisque depuis le 25 août 2022, la date à laquelle j'avais déposé cette question écrite, jusqu'à aujourd'hui, le 13 octobre 2022, je n'ai pas encore reçu de suite, eh bien, je me suis décidé, à mes risques et périls, advient que pourra, parce que je ne fais que jouer mon rôle parlementaire, d'être la voix de nos concitoyens sans voix. Je me suis décidé d'initier une interpellation contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je ne dirais pas pour incompétence notoire, mais je dirais plutôt parce que le tracasserie policière, en tout cas, taraude les esprits de nos concitoyens. Le député national déplore les tracasseries policières dont sont victimes la population. Vous vous souviendrez qu'avant-hier, le 11 octobre 2022, à Goma, suite au bouclage décidé par les autorités militaires pour récolter, pour une kyrielle, une avalanche de taxes exigées aux citoyens,
un policier s'est arrogé le pouvoir de poursuivre sur la moto un conducteur, ami, si pour ne pas les citer, un jeune homme de 23 ans, et a tiré à bout portant sur ces garçons. Au jour d'aujourd'hui, même ici à Kinshasa, on observe de plus en plus un phénomène où on embarque les véhicules de paisibles citoyens au niveau du centre-ville, de véhicules qu'on ramène dans une fourrière au Kalufungula. L'élu des Goma se tourne vers le bureau de l'Assemblée nationale pour que le VPM Acelo soit convoqué dans les meilleurs délais afin qu'il s'explique devant la représentation nationale. La motion de défiance contre Chérubin Okende n'arrête pas son élan patriotique. Le ministre de Transport et Voies de Communication et Désenclavement a procédé jeudi à l'expédition de 20 bus Transco au Grand Kasaï et au sud Ubangui. Regardez. Après avoir reçu les demandes des gouverneurs du Kasaï oriental et du Kasaï central le mercredi 12 octobre 2022, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements n'a pas tardé. Le lendemain, Chérubin Okende a présidé les cérémonies d'expédition des bus de l'établissement public Transco dans 4 provinces. Le Kasaï central, le Kasaï oriental et le sud Ubangui ont reçu un premier lot de 5 bus par province. Les engins destinés à Gemena dans le sud Ubangui ont été embarqués à partir du port SCTP de Kinshasa. C'était en présence des gouverneurs des provinces et d'autres mandataires responsables des entreprises sous tutelle du ministère des Transports. Lorsqu'il avait plu au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier les responsabilités au ministère des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, la société commerciale de transport et de port était en profonde détresse. Nous avions dit au personnel de la SCTP, il faut croire en la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et suivre méticuleusement les orientations que nous allons vous donner et ça va redonner vie. Aujourd'hui, la SCTP démontre des capacités de pouvoir aussi assister un autre établissement public, Transco en l'occurrence, pour la manutention de ces œuvres. Les bus en partance pour les 3 provinces du Kasaï ont été lancés à partir de la commune de Lantsele sur la nationale numéro 1 qui conduit jusqu'au Grand Kasaï. Il était temps que le Grand Kasaï bénéficie également des services de Transco, a estimé Chief Chipamba, directeur général intérimaire des transports au Congo. Aujourd'hui, le soleil luit vers le Grand Kasaï. Enfin, la population du Grand Kasaï va se déplacer autrement. C'est-à-dire que le chef de l'État a un regard attentif, lequel regard est entretenu par ses collaborateurs. Les gouverneurs des provinces bénéficiaires voient en cet acte un tonus dans le désenclavement. Parlons éducation à présent. Il se tient depuis jeudi 13 octobre 2022 à Kempinski Hôtel dans la commune de La Gombe les assises de la revue conjointe à mi-parcours de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, président du groupe thématique de l'éducation qui a donné les go de ces assises qui iront du 13 au 17 octobre 2022. Serge Kimbila déclare ouvert les travaux de la revue conjointe à mi-parcours de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation et souhaite plein succès aux travaux de ces assises. Cette stratégie adoptée depuis 2016 constitue, au-delà des missions spécifiques à chaque sous-secteur de l'éducation, les documents de référence qui trouvent ses fondements dans des textes légaux de la République, notamment la Constitution de la République démocratique du Congo, la lettre de politiques éducatives ainsi que la loi cadre de l'enseignement national. C'est ainsi que face à des exigences de plus en plus marquées de la société pour une éducation de qualité et plus équitable, le président du groupe thématique de l'éducation a souligné que les défis à relever demeurent immenses. Des efforts ont été accomplis et plusieurs réformes lancées dans l'optique de redynamiser les secteurs. Cependant,
il n'en demeure pas moins que face à des exigences de plus en plus marquées de la société, pour une éducation de qualité et plus équitable, qui ne laisse aucun enfant de la République sur la route, les défis à relever demeurent immenses. Le défi le plus important est certes celui du financement du secteur. La politique de la gratuité, la mise en œuvre de la réforme LMD, indispensable pour moderniser notre système universitaire, la redynamisation de notre système de formation professionnelle, ainsi que l'appui nécessaire au programme d'alphabétisation, nécessitent certes des dépenses importantes, mais il s'agit de dépenses nécessaires si nous voulons véritablement mettre notre pays sur les chemins du développement. Beaucoup d'autres défis restent à relever. Les différents exposés et les ateliers programmés au cours de ces jours seront autant d'occasions de les aborder et les mettre en exergue. Je formule le vœu que cette revue d'étape nous permette d'aller de l'avant en apportant une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle. Sur ce, l'objectif de la stratégie sectorielle, au-delà des axes prioritaires et des orientations stratégiques qu'elle propose à l'ensemble du secteur, est de recenser l'action éducative sur la vision du chef de l'État et du gouvernement qui consiste à mettre en place un système susceptible de dispenser une éducation inclusive, équitable et de qualité à tous les enfants de la République, filles comme garçons, pour leur permettre de s'épanouir individuellement et de contribuer au développement social et économique de la nation. Au finish, de ces assises sont attendues les recommandations claires sur la mise en œuvre de réformes sectorielles et des actions prioritaires d'ici 2025 pour le développement du système éducatif en République démocratique du Congo. Et parlons santé, les ministres de la Santé séjournent à Rome, en Italie. Jean-Jacques Mouyani représente la République démocratique du Congo au 4e sommet mondial sur la santé mentale. Eugénie Toumba pour les détails. Le 4e sommet mondial sur la santé mentale se tient depuis jeudi à Rome, en Italie, où plusieurs ministres de la santé sont venus des différents pays prennent part. Les participants à ces assises réfléchissent entre autres sur la nécessité de développer des politiques de santé mentale en mettant l'accent sur la réduction de la stigmatisation et l'implication des personnes ayant vécu l'expérience des maladies mentales. La nécessité de l'intégration du paquet minimum de services de santé mentale dans les systèmes de santé, y compris au niveau communautaire, la question des financements équitables consistant pour les pays à moindre revenu de consacrer au moins 5% du budget alloué à la santé et les renforcements de la coordination des activités de santé mentale. Les différents pays se sont retrouvés en groupe en atelier sur les différentes thématiques évoquées si haut. Pour ce vendredi, les participants se sont penchés sur les États présents au sommet dont la République démocratique du Congo afin de partager leurs expériences dans le domaine de la santé mentale. Sachez également qu'une délégation belge conduite par le ministre d'État André Flao a été reçue jeudi 13 octobre par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila. Leur entretien a tourné autour de la coopération de projets de développement de la ville de Kinshasa, Serge Kimbila. C'est suite à un travail d'arrache-pied que la délégation conduite par le ministre d'État belge André Flao et le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, ont abouti à un accord de coopération décentralisé entre les deux villes, Kinshasa et Bruxelles. Au menu de leur entretien, honorer les promesses faites sur les accords de coopération entre Bruxelles et Kinshasa dans différents domaines, notamment la problématique des déchets ainsi que la sécurité. Pour le patron de la ville de Kinshasa, cette coopération a déjà donné ses fruits. C'est une coopération, à mon avis, qui aide notre ville à se développer. Vous savez, la ville de Kinshasa, je dirais, a été laissée pour compte depuis des années. Avec l'arrivée de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
il est venu renforcer la coopération que nous avions à l'époque avec la Belgique. Il faut noter que le président du Parlement bruxellois, Richard Madran, a confirmé que 3 palettes de tenues techniques pour les sapeurs-pompiers et 5 véhicules anti-incendie sont déjà arrivés à Kinshasa. Il s'agit d'une autopompe, un véhicule avec générateur. Ainsi, avant de remettre symboliquement une tenue de pompier au gouverneur Jean-Tini Ngobila, il a rassuré que 3 camionnettes vont arriver à Kinshasa d'ici peu. Ils ont une semaine à dater de ce jeudi 13 octobre pour libérer l'espace spolié du cimetière de Kinsuka. L'ultimatum est du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, après sa descente sur le terrain. Une fois de plus, Serge Kimbila. Il s'est rendu ce jeudi 13 octobre au cimetière de Kinsuka dans la commune de Mongafula pour s'imprégner de la spoliation et profanation des tombes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, s'est senti très choqué par la réalité sur le terrain. Le numéro 1 de la ville a décidé de la démolition dès mercredi prochain de toutes les maisons construites sur les sites du cimetière de Kinsuka. Il a instruit son conseiller technique, la ministre provinciale des Affaires foncières, de travailler d'arrache-pied pour déterminer les premières initiales de ces cimetières. Pour la petite histoire, ce cimetière est régulièrement fermé depuis 2015 par mon prédécesseur. Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore construire dans ces cimetières. Tout simplement parce qu'il n'est pas encore désaffecté par l'autorité urbaine. Pour désaffecter un cimetière, il faudrait attendre un délai minimum de 50 ans. Que la dernière personne ait été enterrée pour désaffecter un cimetière. Ce cimetière ici n'a jamais été désaffecté par l'autorité urbaine, donc c'est un cimetière qui est tout simplement fermé au public. Tout celui qui a construit ici, sur ces sites du cimetière de Kinsuka, ces gens, ils ont tout simplement spolié cet espace. Ils ont spolié cet espace et ils ont profané les tombes que nous sommes en train de voir ici. Le Kinois a atteint des niveaux exponentiels d'inconscience que je n'arrive même pas à comprendre. Alors, nous sommes venus ici pour dire à toutes ces personnes qui ont construit ici sur les sites du cimetière de Kinsuka que nous leur donnons un délai d'1 semaine. À partir de la semaine prochaine, mercredi prochain, nous reviendrons ici pour passer à la démolition. Il faut signaler que cette démolition se fera sans indemnisation et que toute personne qui oserait réclamer quoi que ce soit sera arrêtée pour profanation. C'est dans la nuit qu'ils cassent les tombes pour construire leurs maisons. Cet espace est vendu par les administrateurs et les agents de la police. Si vous passez ici à partir de 18h, 19h, vous verrez comment est-ce qu'ils enterrent même les gens. Dans ces maisons, il y a même des tombes avec les corps qui se voient. Les maisons qu'ils ont construites dans ces tombes doivent être cassées. Cela fait 7 ans depuis que ce cimetière est fermé. La désaffection du cimetière ne peut intervenir que 50 ans après. Ngobila a promis de continuer avec la même opération de démolition des constructions anarchiques sur d'autres sites, notamment au cimetière de Kassavubu. Autre actualité, le député provincial de la ville de Kinshasa, Eric Boukoula Kolomoni, a dressé une question orale avec débat au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Didier Tengue-Lito, sur la montée en puissance du phénomène Kuluna dans la capitale congolaise. C'était le jeudi 13 octobre. L'élu de l'Imité estime que les Kinois ne doivent plus continuer à être exposés aux atrocités de ce jeune délinquant qui désacralise la vie humaine sous le regard de services de sécurité. Fadilendo nous en parle.
Éric Bokula est très lassé par la situation sécuritaire qui vit la population quinoise qui est marquée par la résurgence du phénomène Kuluna. L'élu des Limété pose plusieurs questions au ministre provincial de l'Intérieur à ce sujet. Pour Éric Bokula, Didier Tengelito doit d'abord éclairer la lanterne des élus provinciaux sur la mission et les attributions du ministère provincial de l'Intérieur en ce qui concerne la sécurité de la population et de ses biens. Tengelito doit aussi être clair sur le lien de collaboration entre les ministères provinciaux de l'Intérieur et les commissariats provinciaux de la police. Les actions à impact visible que les ministères provinciaux a menées contre le Kuluna depuis l'arrivée de Didier Tengelito à la tête du ministère et le financement mensuel des opérations à mener pour lutter contre le phénomène Kuluna doivent être aussi élucidées par Didier Tengelito devant la représentation quinoise. À en croire cet élu du peuple, cette situation traduit une certaine velléité constatée de la part de services de sécurité qui ne fournissent presque pas d'efforts pour endiguer ces fléaux. La ville de Lubumbashi était calme ce vendredi 14 octobre. La capitale qui préfère n'a connu aucune marche telle qu'annoncée sur la toile par les jeunes de l'UDPS et ceux d'ensemble de la République. Jacques Kiaboula, le gouverneur du Haut-Katanga, a réussi à arracher un accord de principe pour maintenir la paix entre les jeunes de ces deux camps opposés. Laurence Koumasamba. Je crois que tout le monde avait suivi dans les réseaux sociaux des messages pratiquement incendiaires, et du côté des l'UDPS et du côté des Ensemble, qui proposaient une marche pour demain vendredi et qu'il devait y avoir des affrontements. Nous sommes venus ici parce que nous voulons que nous puissions parler de la paix. La paix, ça c'est un mot magique. Nous faisons la politique, c'est vrai. Nous à l'UDPS, nous avons fait la politique et c'est avec une méthode de nos violences. Nous l'avons fait durant l'opposition, nous l'avons continué jusqu'à ces jours-ci. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles. Demain, il n'y aura pas de marche. Parce que ce message qui a été lancé dans les réseaux sociaux, nous ne sommes pas concernés. Nous demandons à notre population, nous demandons à tout le monde de l'UDPS, les jeunes particulièrement, de ne pas aller assister à une quelconque marche que nous n'avons pas demandée. Celui qui a parlé n'a pas eu mandat de pouvoir le faire et donc nous refusons cela. Voilà un peu le message que je vais donner. Nous sommes ensemble ici avec nos amis de Ensemble. C'est vous dire que tout s'est bien passé et nous allons nous séparer dans la paix. La province du Haut-Katanga et surtout la ville de Lubumbashi, c'est la ville pour la paix. Il nous a vraiment demandé que nous puissions garder cette constance-là de la paix et que tous nous puissions vraiment aménager et que nos jeunes qui ont eu à faire des déclarations dans les réseaux sociaux puissent vraiment partager cette paix et vraiment vivre ce calme. Voilà, nous demandons à tous les jeunes de se calmer et que tous nous puissions vraiment être des agents de la paix, des acteurs pour la paix. Nous recevons un invité dans ce journal. Il s'agit de Shadrach Mbikaï. Il est président de la Ligue des jeunes du parti ACDD, Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement. Bonsoir, monsieur Shadrach. Bonsoir, madame Natacha. Madame Natacha, si je ne me trompe pas, Bongo. C'est ça. Oui. Vous vous portez bien? Oui, ça va, ça va. Alors ensemble, nous allons parler de votre rencontre avec les visionnaires de la Ligue de jeunes Ngoï Kassanji. Oui. Dites-nous comment ça s'est passé, votre rencontre. C'était un entretien fructueux, et surtout depuis que je fais mon adhésion, depuis que j'ai été notifié en tant que président de la Ligue de jeunes, après tout ce que j'ai eu à faire sur terrain, il était stupéfié et séduit par ma méthodologie de travail. C'est ainsi qu'il avait voulu me rencontrer pour un débriefing sur terrain et un conseil politique en tant que parrain et plusieurs d'autres choses qui vont se dévoiler dans les jours qui suivent. Okay. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord savoir comment se porte le parti ACDD. Ouais. Le parti se porte à merveille. Et notre position, non seulement nous parlons du parti, nous dirigeons aussi un regroupement aussi qui se dénomme Action des Alliés pour l'amélioration de vie des Congolais, en sigle AAC. Okay. Il est toujours dirigé, chapeauté par l'honorable Ngoï Kassanji, qui en est l'initiateur. Déjà, nous pouvons nous dire que nous avons eu
à gagner, à être victorieux dans plusieurs choses. Déjà, dans son sein, nous avons déjà 10 députés nationaux, 27 députés provinciaux, plusieurs ministres provinciaux, 2 gouverneurs de province. Déjà, c'est déjà une victoire en quelque sorte que les élections de 2018 nous ont produit. Et en ces moments, nous sommes en pleine tractation sur terrain. Oui. Nous nous battons matin, midi, soir pour maximiser encore des chances pour préparer encore 2023, pour s'en procurer encore d'une bonne brochette des députés nationaux et étant aussi provinciaux et de favoriser aussi ces rajeunissements de la classe politique. J'aimerais d'abord savoir votre touche idéologique par rapport que compte la Ligue des jeunes, disons, à la politique en République démocratique du Congo. La Ligue des jeunes. La Ligue des jeunes est une composante vraiment énorme dans un parti politique. Donc pour moi d'abord, premièrement, et de mon initiateur, lorsque j'ai adhéré dans la vision, c'est parce que nous incarnons en nous la liberté d'esprit, faire les choses autrement. Nous ne sommes pas là pour être des subsidiaires ou en outre des accompagnateurs. Et c'est quoi la différence par rapport aux autres ligues de jeunes? D'autres ligues de jeunes, parce que nous, dans notre parti, ce n'est pas le ventarisme. Nous avons des gouverneurs jeunes, nous avons des députés provinciaux jeunes, actuellement qui font aussi partie de cette ligue de jeunes. Peut-être que vous pouvez me démontrer le contraire. Chez les autres, c'est en gestation cette question. Mais chez nous, nous prenons vraiment, c'est vraiment rajeunissement de la classe politique congolaise. Alors, s'il faut parcourir la situation actuelle, la situation politique en République démocratique du Congo, nous les savons, quelle est votre lecture par rapport à la controverse qui règne au sein de l'ensemble pour le changement? Étant membre de l'Union sacrée, nous voyons il y a certains membres de l'ensemble qui sont partis, ils ont quitté le parti justement parce qu'ils n'accompagnent pas l'idée du chef de l'État. Moi, j'aimerais dire nous sommes au stade où la population, le peuple, la jeunesse en général, dans toute sa diversité, n'est plus dupe. C'est bien bon de ne plus prendre position, de quitter l'ensemble. Pourquoi? Pour garder votre fonction? Oui. Il faut quitter avec un fondement. Et pour revenir à la question du jour, moi je pense que la vision, elle a été conçue par le chef de l'État. Nous devons quand même incarner cette image, parce que ce pays a subi plusieurs traumatismes, déjà depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Au stade où nous sommes, moi je pense que c'est vraiment quelque chose. Nous sommes en train d'escalader des étapes par étapes. Et puis je vois que nous sentons vraiment ces changements. Nous attarder avec ces histoires, avoir un caractère un peu, une tendance à montrer aux gens que de vous victimiser, je ne pense que ce n'est pas un acte responsable. Ce n'est pas un acte responsable. Même la Constitution le dit. Le gouvernement définit, je pense que c'est l'article 91, le gouvernement définit, ensemble avec le président de la République, un programme. Donc, de votre part, vous êtes contre tous ces départs-là? Oui, moi je pense qu'on doit... Encore, on dit toujours, j'entends souvent ça dans une chanson, on dit souvent, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Donc c'est une flatterie, disons, on peut le dire comme ça? Oui, une flatterie. C'est encore mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Quand tu es seul, tu sais, tu établis tes cartes normalement et tu vois que les choses iront de l'avant au lieu d'être des alliés avec des hypocrites politiques. Permettez-moi d'utiliser ces termes vulgaires. Parce que le Congo n'appartient pas à un seul camp politique, appartient à tout le monde. Appartient à tout le monde. Il est temps de faire des analyses concrètes et rationnelles pour permettre, même ne fût-ce qu'aux plus démunis, de comprendre cette lecture pour qu'ils ne puissent pas prendre de mauvaises positions. Parce que nous sommes une nouvelle génération que nous prenons sur le changement. C'est vraiment une campagne que nous devons vulgariser, généraliser. Et la jeunesse ne doit pas être dupe, et la jeunesse doit vraiment s'imprégner vraiment de bonnes valeurs pour le développement de ces pays. Ok, et s'il faut parler de cette jeunesse, puisque vous êtes jeune au sein de votre parti, le président de la CENI, Kadima,
a annoncé déjà bientôt là, les élections pour 2023. Et au mois de décembre, on va commencer avec l'enrôlement. Alors, dans votre parti, comment vous vous préparez pour entamer les élections? Nous nous battons déjà, je pense, depuis 2018. Nous avons déjà nos différentes bases dans des provinces. Le parti et les regroupements, je vous ai dit, c'est vraiment costaud. D'où nous nous préparons du jour au lendemain. D'accord, parce que nous tendons vers la fin de notre journal. C'est vraiment un plaisir de rehausser dans votre plateau. Donc, le cadre est vraiment très beau. Merci. Très beau. Je pense que ce n'est pas pour la dernière fois. De temps en temps, vous pouvez toutefois me convier et je serai toujours disponible. Merci beaucoup, M. Shadrach Mbikaï. Je rappelle, vous êtes président de la Ligue de jeunes du parti ACDD, Alliance chrétienne pour le développement, pour la démocratie et le développement. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, Madame Natacha. Et puis, les rapports de la mission d'enquête diligentée à la division provinciale de l'urbanisme se trouvent déjà sur la table du vice-gouverneur de la Tchopo, Lendongolia Lebobonga. Le chef de cette commission, Mathéus Kanga, parle de mesures urgentes qui doivent être prises. Fadilendo. C'était une équipe costaud composée de membres du cabinet du gouverneur, des inspecteurs provinciaux de la territoriale, des inspecteurs de la DGRAD et DGRPT et du secrétaire général de l'administration publique qui a déposé ses rapports au vice-gouverneur de la Tchopo. La commission avait pour but de mener des enquêtes au sein de la division provinciale de l'urbanisme où le personnel reprocherait plusieurs greffes contre le chef de division. Bien que la primeur des enquêtes menées soit réservée à l'autorité provinciale, Mathéus Kanga, chef de la délégation, pense que certaines mesures urgentes devraient être prises dans ce secteur de l'administration publique. Résultat de l'enquête, le rapport a été déposé entre l'autorité. C'est à lui que nous avons réservé la première, c'est à lui que nous avons réservé les contenus exacts de ces rapports. Mais pour le reste, nous osons croire, par rapport à ce qui se passe dans cette division, notamment dans tout le secteur administratif, il y a lieu que certaines mesures soient prises urgemment par les autorités provinciales pour que l'administration publique soit respectée dans notre province, que le travail soit fait sans complaisance dans nos divisions, notamment dans tout le secteur administratif. Le vice-gouverneur Lendongolia Lebabonga, qui a réceptionné ces rapports, a rassuré sa prise en compte qui est le fruit d'un travail acharné. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana Télévision, mais désormais, vous nous suivrez également sur Molière Télévision à partir des 19h. Au revoir.